Chapitre 3. L'Ankou. L'Ankou est la mort personnifiée, d'après une communication de George Henderson, professeur de celtique à l'université de Glasgow. Anti-Og, la mort, est parfois personnifiée en Écosse de la même manière que l'Ankou. L'Ankou est l'ouvrier de la mort, Oberur Armaro. Le dernier mort de l'année dans chaque paroisse devient l'Ankou de cette paroisse pour l'année suivante. À Guéméné-sur-Scorff et à Bernay, c'est le premier mort qui est l'Ankou. On dit à Guéméné que l'Ankou de l'année étrangle ceux qui meurent après lui. J. Lot, Annales de Bretagne, tome 9, page 462. Chez J. Mahé, Antiquité du Morbihan, page 114, l'Ankou est le spectre avant-coureur de la mort. Un ouvrier tombé d'un toit qu'il réparait et à qui l'on demandait la cause de l'accident dit « Je n'ai fait aucune imprudence, c'est mon Ankou qui m'a renversé ». Dans les lettres morbihanaises, l'Ankou représente une idée très vague. Le moindre météore aperçu la nuit ne peut être que l'âme errante du dernier décédé de la maison ou du village. Une fois signalée, elle reparaîtra les nuits suivantes, tantôt sous la forme de la fouine ou du chat, se glissant furtivement dans un grenier, tantôt sous celle du hibou immobile sur le faîte d'un toit, ou du cheval égaré galopant en hennissant autour du hameau consterné. Lettres morbihanaises, lycée armoricain, tome 13, 1829, page 48. Yves d'Iberdère, Annales de Bretagne, tome 27, page 418 à 419. Quand il y a eu dans l'année plus de décès que d'habitude, on dit en parlant de l'Ankou en fonction « War m'a fait manzo un Ankou druk ». Sur ma foi, celui-ci est un Ankou méchant. On dépeint l'Ankou tantôt comme un homme très grand et très maigre, les cheveux longs et blancs, la figure ombragée d'un large feutre, tantôt sous la forme d'un squelette drapé d'un linceul. C'est cette conception que M. le Rouzic a notée à Carnac. Carnac, page 136, et dont la tête vire sans cesse au haut de la colonne vertébrale, ainsi qu'une girouette autour de sa tige de fer, afin qu'il puisse embrasser d'un seul coup d'œil toute la région qu'il a mission de parcourir. Dans l'un et l'autre cas, il tient à la main une faux. Celle-ci diffère des faux ordinaires, en ce qu'elle a le tranchant tourné en dehors. Aussi, l'Ankou ne la ramène-t-il pas à lui quand il fauche. Contrairement à ce que font les faucheurs de foin et les moissonneurs de blé, il la lance en avant. On peut voir dans l'église de Ploumilio une curieuse représentation de ce dernier type. C'est une statuette en bois jadis peinturlurée que le temps a recouverte d'une épaisse couche de poussière. Elle rappelle à certains égards les écorchés qui ornent bizarrement la plupart des cabinets d'histoire naturelle. Mais le ventre se creuse en un trou béant. Cet Ankou a été la terreur de mon enfance. Son voisinage troublait toujours mes jeunes prières. Il me souvient d'avoir vu de vieilles femmes s'agenouiller devant lui. On l'a surnommé dans le pays Ervoinic Puilo, Yves de Ploumilio, avec le diminutif ironique. On ne vient jamais à Ploumilio sans lui faire visite. Il vient de subir à peu près le même traitement que saint Yves de Vérité. Voici à la suite de quelles circonstances. L'histoire est jolie et mérite d'être contée, ne fût-ce que pour montrer combien sont encore vivantes chez les Bas-Bretons les superstitions relatives à la mort. Il y a à Ploumilio un fonctionnaire, excellent homme d'ailleurs, mais qui a le tort, aux yeux de beaucoup de personnes de l'endroit, d'afficher un mépris trop bruyant pour des croyances ou, si l'on veut, pour des superstitions qui leur sont chères. Ces personnes lui en savent naturellement mauvais gré. L'une d'elles en particulier lui a voué une véritable haine. Appelons-la Jannick, et le fonctionnaire Monsieur K. On comprendra sans peine que je m'abstienne de donner les vrais noms. Toujours est-il que, désespérant de voir Monsieur K se convertir jamais, Jannick en est venue à désirer sa mort. Nos paysannes de Basse-Bretagne ne sont pas tendres pour les mécréants. Pour arriver à ses fins, Jannick va trouver l'Ankou. Elle lui fait des neuvaines, le supplie en des oraisons appropriées de supprimer un homme qui est un scandale pour la paroisse. Puis elle attend, confiante. 1 mois, 2 mois, 3 mois se passent. Monsieur K continue à se porter comme un charme. Que fait donc la faute du terrible faucheur? Serait-elle émoussée?
Aurait-elle perdu toute vigueur? Jannick s'impatiente, Jannick s'inquiète. Il ne se peut pas que l'Ankou n'ait point entendu sa prière. S'il ne l'a déjà exaucée, c'est évidemment qu'il est trop vieux, qu'il a besoin d'être rajeuni. Durant ces longs agenouillements devant la mystérieuse image, Jannick n'a pas été sans remarquer qu'elle a piètre mine. La poussière des temps s'est accumulée sur elle. Elle en est toute grise. Il faut lui rendre ses couleurs. Jannick fait atteler le char-à-banc, part pour Lannion et en ramène un peintre. L'après-midi des jours de semaine, les églises des bourgs bretons sont généralement désertes, tout au plus si quelques vieilles femmes pieuses et désœuvrées y égrènent son chapelet dans un coin. Encore est-elle plongée dans sa dévotion, l'oreille et l'âme fermées à tout ce qui n'est pas sa prière. Le peintre arrive, appuie son échelle au cintre intérieur du porche, rhabille Yervoanic d'un badigeon multicolore et décampe sans même avoir été vu. Jannick se frotte les mains. Sa vengeance est désormais assurée. Pensez donc, un Ankou tout neuf. Vient le dimanche. Il y a foule à la grand-messe. Monsieur le recteur entame son prône. Quel vent de distraction a donc soufflé sur les fidèles? Sans cesse, ils retournent la tête, chuchotent entre eux. Il se passe certainement quelque chose d'insolite au bas de l'église. Monsieur le recteur regarde et n'est pas moins surpris que ses paroissiens de constater que l'Ankou a fait peau neuve. Conclusion: comme monsieur le recteur n'aime pas qu'on touche sans son assentiment aux statuts de son église, fût-ce pour les restaurer, comme d'autre part il n'a pas été sans découvrir le fin mot de l'histoire, et qu'il ne veut pas encourager des desseins aussi peu évangéliques, ne pouvant atteindre Jannick, il a du moins châtié Hervoanic, son complice irresponsable, en le bannissant du porche où il trônait sinistrement et en le reléguant au deuxième étage de la tour dans une sorte d'asile pour saints infirmes ou hors d'usage, que l'on appelle à Ploumilio la chambre aux lins. Naguère on y déposait, jusqu'à ce qu'ils fussent vendus, les écheveaux de lin peignés que les bonnes âmes apportaient chaque dimanche en offrande à la grand-messe. La chambre a depuis changé de destination. Du temps où j'étais enfant, on y entassait déjà les statues des fraîchies ou démodées. Je m'y suis glissée bien souvent sur les pas du sonneur de cloche. Je retrouve encore toute vive au fond de ma mémoire l'impression de terreur étrange que me causait ce peuple en bois avec son immobilité, son silence et la fixité troublante de ses yeux. Ceux qui voudront désormais faire visite à Hervoanic Pluyot devront l'aller chercher en ce lieu d'exil. Le Furteur breton, tome 8, 1912, page 31. Hélas, pourquoi faut-il que j'ajoute aujourd'hui, 1921, qu'ils ne l'y trouveront même plus? Ayant voulu récemment le revoir, j'ai appris qu'on s'en était débarrassé voici plusieurs années déjà, comme d'un meuble sans intérêt, en le cédant pour une somme minime à un de mes anciens condisciples, grand collectionneur d'antiquités, lequel avait dû l'hospitaliser dans sa villa de Saint-Efflamme, à quelques 6 ou 7 kilomètres de Ploumilio. Qu'est-il advenu de lui par la suite? Le décès de son acheteur arrivé dans l'intervalle l'a-t-il condamné à un plus lointain expatriement? Ou bien, de déchéance en déchéance, a-t-il connu à son tour, au bout du compte, cette fin de tout qu'il représentait? Autant de questions que je suis obligé de laisser sans réponse. Le char de l'Ankou, Carrick ou Carrigal en Ankou, est fait à peu près comme les charrettes dans lesquelles on transportait autrefois les morts. Il est traîné d'ordinaire par 2 chevaux attelés en flèche. Celui de devant est maigre et flanqué, se tient à peine sur ses jambes. Celui du timon est gras, a le poil luisant, est franc du collier. L'Ankou se tient debout dans la charrette. Il est escorté de 2 compagnons qui tous 2 cheminent à pied. L'un conduit par la bride le cheval de tête, l'autre a pour fonction d'ouvrir les barrières des champs ou des cours et les portes des maisons. C'est lui aussi qui empile dans la charrette les morts que l'Ankou a fauchés. À Carnac, on dit 2 bœufs ou un mauvais cheval, le Rouzic, Carnac, page 136. Le carrosse de la mort est connu en Irlande. À Killery, on l'appelle Dead Coach ou Div Coach.
Il est noir, traîné par 4 chevaux sans tête, conduit par un cocher sans tête. Il ne fait aucun bruit. La route qu'il suit est bien déterminée, et on a pu la tracer sur une carte. Il part de l'église et fait un tour complet avant d'y revenir. Ce carrosse est un intersigne de mort, mais non pour la personne qui le rencontre. Brian G. Jones and William Yates. Traditions and superstitions collected out at Kilkerry, Coluth, Folklore. Voir aussi Crocker, Fairy Legends, page 250. En Cornwall, au contraire, celui qui le rencontre mourra bientôt. À Penzance, c'est un carrosse à l'ancienne mode, traîné par des chevaux sans tête, dont on entend le bruit à minuit. Miss Courtney, Cornish Folklore, The Folklore Journal, tome 5, page 107. Dans la croyance populaire, les chevaux et le cocher ont bien une tête humaine, mais cette tête est invisible. Si nous la voyions, nous pourrions reconnaître les gens dont les âmes font ainsi pénitence. William Bottrell, Tradition and Herdtide Stories, 2e série, page 66. En Irlande, la vue pendant la nuit d'une voiture qui avance sans être, traînée par des chevaux, est un pronostic de malheur. Folklore, tome 4, page 352. Au sujet du Carrick-a-Lankou, la brouette de la mort, elle est couverte d'un drap blanc, des squelettes la conduisent. On entend le bruit de sa roue quand quelqu'un est près d'expirer. Cambry, Voyage dans le Finistère, tome 1, page 72. À Carnac, on entend, avant les tempêtes, le bruit d'une mauvaise brouette. C'est le bruit de la brouette qui avait servi aux Chouans à transporter le corps d'un soldat républicain. Le Rouzic, Carnac, page 89. Lorsque Lankou se met en route pour sa tournée, sa charrette est, dit-on, pleine de pierres, afin de rouler plus lourdement et de faire plus de bruit. Arrivé près de la maison où se trouve le moribond qu'il doit cueillir, il décharge brusquement sa charrette pour faire place à son nouveau lest. De là ce fracas de pierrailles que l'on entend si souvent dans les logis où l'on veille un mourant, juste à l'instant où celui-ci rend le dernier soupir. Marivonne Mingui, Port-Blanc. Le char de la mort. C'était un soir en juin, dans le temps qu'on laisse les chevaux dehors toute la nuit. Un jeune homme de 13 élans, près Bégard, côte du Nord, était allé conduire les siens au pré. Comme il s'en revenait en sifflant dans la claire nuit, car il y avait grande lune, il entendit venir à l'encontre de lui par le chemin une charrette dont l'essieu mal graissé faisait « wic, wic ». Il ne douta pas que ce fût Carrick-a-Lankou, la charrette, ou mieux la brouette de la mort. On dit tantôt car, charrette, tantôt carrick, petite charrette, tantôt enfin carriquel, brouette, pour désigner le char de la mort. À la bonne heure, se dit-il, je vais donc voir enfin de mes propres yeux cette charrette dont on parle tant. Et il escalada le fossé où il se cacha dans une touffe de noisetiers. De là, il pouvait voir sans être vu. La charrette approchait. Elle était traînée par 3 chevaux blancs attelés en flèche. 2 hommes l'accompagnaient, tous deux vêtus de noir et coiffés de feutres au large bord. L'un d'eux conduisait par la bride le cheval de tête, l'autre se tenait debout à l'avant du char. Comme le char arrivait en face de la touffe de noisetiers où se dissimulait le jeune homme, l'essieu eut un craquement sec. « Arrête !» dit l'homme de la voiture à celui qui menait les chevaux. Celui-ci cria « Oh !» et tout l'équipage fit halte. « La cheville de l'essieu vient de casser, » reprit Lankou. « Va couper de quoi en faire une neuve à la touffe de noisetiers que voici. »« Je suis perdu !» pensa le jeune homme qui déplorait bien fort en ce moment son indiscrète curiosité. Il n'en fut cependant pas puni sur le champ. Le charretier coupa une branche, la tailla, l'introduisit dans l'essieu, et cela fait, les chevaux se remirent en marche. Le jeune homme put rentrer chez lui sain et sauf, mais vers le matin, une fièvre inconnue le prit, et le jour suivant, on l'enterrait. Conté par Françoise Omnès de Bégard, plus connue sous le nom de Fantique Jeanne Argac, Françoise, fille de Jeanne Le Gac, septembre 1890. Un pêcheur du Bonneau rentrant au port voit sortir de l'eau la tête d'un homme couvert d'un grand chapeau plat en feutre. Le Rouzic, Carnac, page 54.
L'aventure de Gab Lucas. Gab Lucas était journalier à Runeriu. Chaque soir, il s'en retournait à Kerdrinken, où il demeurait avec sa femme et ses 5 enfants, dans la plus misérable chaumière de ce pauvre village, car Gab Lucas n'avait pour faire vivre les siens que les 10 sous qu'il gagnait chaque jour péniblement. Cela ne l'empêchait pas d'être gai de caractère et vaillant à l'ouvrage. Les maîtres de Runeriu l'estimaient fort. La semaine finie, ils l'engageaient régulièrement à passer avec eux la veillée du samedi soir où l'on buvait du flip, espèce de grog au cidre, en mangeant des châtaignes grillées. Sur le coup de 10 heures, on se séparait. Le fermier remettait à Gab sa paye de la semaine et la ménagère y joignait toujours quelques cadeaux pour la maisonnée de Kerdrinken. Un samedi soir, elle lui dit « Gab, j'ai mis de côté pour vous un sac de pommes de terre. Vous le porterez de ma part à Madeleine Dénès, votre femme. » Gab Lucas remercia, jeta le sac sur son dos et se mit en route après avoir souhaité le bonsoir à chacun. De Runeriu à Kerdrinken, il y a bien 3/4 de lieue. Gab marcha d'abord allègrement. La lune était claire et le bon flip qu'il avait bu lui faisait chaud dans l'estomac. Il sifflotait un air breton pour se tenir compagnie, tout joyeux de la joie qu'aurait Madeleine Dénès en le voyant rentrer avec un beau sac de pommes de terre. On en ferait cuire le lendemain une pleine marmitée. On y ajouterait une tranche de lard et tout le monde se régalerait. Il n'est pas bon de siffler sur les routes la nuit. Un homme qui avait cette habitude entendit sur ses talons quelqu'un qui sifflait mieux que lui. C'était le diable. Il n'y a que le diable à siffler pendant la nuit. Paul Sébillot, Contes et légendes du pays de Guarec, revue de Bretagne, de Vendée et d'Anjou. Cela alla bien l'espace d'1/4 de lieue. Mais au bout de ce temps, la vertu du flip s'étant dissipée à la fraîcheur de la nuit, Gab sentit toute la fatigue de sa journée lui revenir. Il commença à trouver que le sac de pommes de terre lui pesait lourd sur les épaules. Bientôt il n'eut plus de cœur à siffler. Si du moins, pensait-il, je faisais rencontre de quelque roulier, mais je n'aurais pas cette chance. Il arrivait à ce moment près du calvaire de Kérantour, où s'amorce à la grande route le petit chemin de Nizilzi qui mène à la ferme du même nom. Ma foi, se dit Gab, je vais toujours m'asseoir un instant sur les marches de la croix pour reprendre haleine. Il déposa son fardeau, s'assit à côté et, ayant battu le briquet, alluma sa pipe. La campagne s'étendait au loin, silencieuse. Tout à coup, les chiens de Nizilzi se mirent à hurler lamentablement. « Qu'est-ce qu'ils ont donc à faire ce vacarme ?» songeait Gab Lucas. Il entendit alors dans le petit chemin creux le bruit d'une charrette. Les essieux, mal graissés, criaient « Ouikawak, ouikawak !» « Allons, se dit Gab, voilà mon vœu près d'être exaucé. Ce sont sans doute les gens du manoir qui vont charger du sable à Saint-Michel-en-Grève. Ils me porteront mon sac jusqu'à mon seuil. » Il vit déboucher les chevaux, puis la charrette. Ils étaient terriblement maigres et efflanqués, ces chevaux. Ce n'étaient certes pas ceux de Nizilzi, toujours si gras, si luisants. Quant à la charrette, elle avait pour fond quelques planches disjointes. 2 claies branlantes lui servaient de rebord. Un homme de haute taille, un grand escogriffe aussi décharné que ses bêtes, conduisait ce piteux attelage. Un vaste chapeau de feutre lui ombrageait toute la figure. Gab ne put le reconnaître. Il le héla tout de même. « Camarade, n'y aurait-il pas un peu de place dans ta charrette pour le sac que voici ? J'en ai le dos rompu. Je ne vais pas loin, à Kerdrinken seulement. » Le charretier passa sans répondre. « Il ne m'aura pas compris, » se dit Gab. « Son affreuse charrette fait un tel bruit. » L'occasion était trop belle pour la manquer. Gab Lucas s'empressa d'éteindre sa pipe, la fourra dans la poche de sa veste, empoigna le sac de pommes de terre et courut après la charrette qui allait encore assez vite. Il finit par la rejoindre et y laissa tomber le sac, en poussant un ouf de soulagement. Mais comment expliquer cela? Le sac passa au travers des vieilles planches et chut à terre. « Quelle espèce de charrette est donc ceci ?» se dit Gab. Il ramassa le sac, voulut de nouveau le poser dans la charrette en le poussant cette fois plus avant.
Mais le fond de la charrette n'avait décidément aucune solidité, car le sac passa au travers, entraînant Gabluka. Tous deux roulèrent sur le sol. L'étrange attelage continuait cependant sa route. Son mystérieux conducteur n'avait même pas détourné la tête. Gab les laissa s'éloigner. Quand ils eurent disparu, il s'achemina à son tour vers Kerdrinken, où il arriva à moitié mort de peur. « Qu'as-tu » lui demanda Madeleine d'Énès, le voyant tout défait. Gabluka raconta son aventure. « C'est bien simple, lui dit alors sa femme. Tu as rencontré Karikananko ?» Gab faillit en faire une fièvre. Le lendemain, il entendit le glas tinter à l'église du bourg. Le maître de Nisilzi était mort la nuit précédente vers les 10 heures, 10 heures et demie. Conté par Marie-Yvonne Mingui, Port-Blanc. La vision de Pierre le Rune. Au temps dont je vous parle, les tailleurs de campagne n'étaient pas nombreux. On venait souvent nous quérir de fort loin. Encore, pour être assuré de nous avoir, fallait-il nous prévenir plusieurs semaines à l'avance. J'avais promis d'aller travailler au Minihi, à 3 lieues de chez moi, dans une ferme qui s'appelait Rosvillienne. Je me mis en route une après-midi de dimanche, à l'issue des vêpres, de façon à arriver pour souper à Rosvillienne. On m'avait demandé pour toute une semaine. Je tenais à être au travail dès le lundi matin. « Ah, c'est vous, Pierre » me dit Catherine Hamon, la ménagère, en me voyant apparaître dans la cuisine. « C'est moi, qu'a-t-elle, mais je n'aperçois pas ici Marco, votre mari. Peut-être n'est-il pas encore revenu du bourg. Hélas, il n'y est même pas allé. Voici une quinzaine de jours qu'il est couché là sans bouger. » Elle me montrait le lit clos près de l'âtre. Je m'approchai et, m'agenouillant sur le bantocelle, j'écartai les rideaux. Au pays de Tréguier, les lits clos ont des rideaux au lieu de volets. Le vieux Marco était étendu tout de son long, immobile. Sa figure était creusée par la maladie. Je pensais en moi-même, celui-ci a presque pris sa tête de mort. Néanmoins, je lui fis mine riante, je le plaisantais, comme c'est l'habitude en pareil cas. « Ça, Marco, qu'est-ce que tu fais donc là? En voilà une posture pour un homme de ton âge et de ton tempérament. Te laisser terrasser ainsi, toi, un homme en chaîne ?» Il me répondit je ne sais quoi. Il avait la respiration si oppressée, la voix si faible, que le son de ses paroles n'arriva pas jusqu'à mes oreilles. « Comment l'avez-vous trouvé, Pierre ?» me demanda Catherine quand j'eus pris ma place à table parmi les gens de la ferme. Dis-je, il n'est certainement pas bien, mais avec des corps bâtis comme l'est Marco, il y a toujours de la ressource. » Je ne disais pas le fond de ma pensée, ne voulant pas effrayer Catel. En allant me coucher, je songeais « c'est fini, il ne passera pas la semaine. En vérité, mon Pierre, tu ne tailleras plus de brais pour ton vieux client de Rosvillienne. » Sur cette réflexion mélancolique, je me fourrais dans mes draps. On me traitait à Rosvillienne non pas en tailleur, mais en hôte. Au lieu de me faire coucher à la cuisine ou à l'écurie, comme cela arrivait souvent à mes confrères, on me réservait la plus belle pièce de toute la maison. C'était une vaste chambre qui, du temps où Rosvillienne était château, avait dû servir de salle. Elle communiquait avec la cuisine par une porte étroite percée dans le pignon, et avait sur la cour une haute et large fenêtre d'autrefois, qui s'ouvrait presque du plancher au plafond. Car elle avait un plancher, cette chambre, un parquet de chêne, un peu délabré, il est vrai, faute d'entretien, mais qui, avec les restes d'anciennes peintures, encore visibles çà et là sur les murailles, ne laissait pas de donner à tout l'appartement un certain air de noblesse. Le lit était à baldaquin et faisait face à la fenêtre. D'habitude, lorsque l'heure du bonsoir avait sonné, je m'arrêtais un instant sur le seuil de la chambre, et avant de fermer la porte, je criais d'un ton d'importance aux gens de Rosvillienne encore réunis dans la cuisine « Saluez le marquis de Pontarvesken, pont du dé à coudre, qui va dans son lit à baldaquin rejoindre madame sa marquise. » Cette facétie ou d'autres du même genre les faisait rire aux éclats. Le matin, au premier déjeuner, avec des manières cérémonieuses, ils me demandaient des nouvelles de ma nuit. Je leur débitais les histoires les plus extraordinaires.
J'avais reçu la visite de la princesse aux cheveux d'or ou celle de la princesse à la main d'argent. Vous voyez d'ici à quel développement cela prêtait. Je vous promets qu'alors il n'y avait personne de triste. Mais cette fois-ci, comme bien vous pensez, il ne pouvait être question ni de princesse ni de marquise. J'avais le cœur navré de me dire qu'un de ces prochains soirs, je m'entendrais réveiller pour aller assister ce bon Marco à ses derniers moments. C'était vraiment un digne homme que Marco Hamon, serviable, loyal, compatissant. Je me mis à me remémorer toutes ses qualités à part moi, et, ce faisant, je m'endormis. Combien de temps dura mon somme, c'est ce que je ne saurais dire. Toujours est-il qu'il me sembla soudain entendre craquer le bois vermoulu du parquet, comme si quelqu'un traversait la chambre. J'ouvris les yeux. La lune était levée, il faisait clair comme en plein jour. Je parcourus du regard toute la pièce. Personne. J'allais me replonger sous mes draps quand je crus sentir une fraîcheur sur mes épaules. Je regardai du côté de la fenêtre et je vis qu'elle était ouverte. Je pensais que j'avais oublié de la fermer en me couchant. Je sautai à bas du lit. Déjà, j'avais la main sur un des battants lorsque, là, dans la cour, à 2 pas de moi, je vis un homme qui allait et venait, les bras derrière le dos, du pas nonchalant de quelqu'un qui attend et qui se promène pour abréger l'ennui de l'attente. Il était grand, maigre, le chef ombragé d'un chapeau large. Au milieu de la cour près du puits stationnait un char de structure grossière, attelé de 2 chevaux étiques dont la crinière était si longue qu'elle traînait jusqu'à terre et s'en mêlait dans leurs pieds de devant. Les montants étaient à claire-voie. Entre les barreaux pendaient au dehors des jambes, des bras, voire des têtes humaines, jaunes, grimaçantes, hideuses. Il n'était que trop facile de deviner à quel boucher appartenait toute cette viande. Croyez d'ailleurs que je restais à regarder ce spectacle moins de temps que je n'en mets à vous le décrire. Laissant la fenêtre telle qu'elle était, je regagnai mon lit à 4 pattes. J'avais une peur horrible que l'homme au grand chapeau me vît ou m'entendît. Une fois au lit, je m'enfonçai tout entier sous les couvertures, mais j'eus soin de ménager à la hauteur de mes yeux une sorte de petit soupirail, de trou de jour, par lequel je pouvais continuer de voir sans être vu. Pendant près d'une demi-heure, l'homme au grand chapeau passa et repassa dans la lumière de la fenêtre, découpant à chaque fois son ombre gigantesque sur le parquet de la chambre. Tout à coup, dans la pièce même, je distinguai de nouveau le bruit de pas qui précédemment m'avait réveillé. C'était quelqu'un qui débouchait par l'embrasure de la porte donnant accès dans la cuisine. Il ressemblait de point en point à l'autre, à l'homme de la cour, sauf qu'il était encore plus grand, encore plus maigre. Sa tête n'était pas proportionnée à son corps, elle était menue, et elle branlait si fort en tous sens qu'on craignait sans cesse de la voir se détacher. Ses yeux n'étaient pas des yeux, mais 2 petites chandelles blanches brûlant au fond de 2 grands trous noirs. Il n'avait pas de nez. Sa bouche riait d'un rire qui allait rejoindre ses oreilles. Moi, je sentais des gouttes de sueur froide sourdre de mes tempes et ruisseler tout le long de ma poitrine, de mes cuisses et de mes jambes, jusqu'à mes pieds. Quant à mes cheveux, ils étaient si raides que j'aurais pu, je crois, le lendemain encore m'en servir comme d'aiguille. Ah, il n'y a pas beaucoup de gens à savoir comme moi ce que c'est que la peur. Attendez, ce n'est pas tout. L'homme à la tête démontée avait frôlé mon lit en passant, mais il s'en était éloigné aussitôt pour aller se poster à la fenêtre. Or, à ce moment, un deuxième personnage entra de la cuisine dans la chambre. Je l'entendis venir avant de le voir, car il faisait un fameux bruit. On lui dit chausser de sabots trop grands et trop lourds pour ses pieds. Il les traînait sur le plancher, les heurtait sans cesse l'un contre l'autre, trébuchait, se rattrapait, menait en un mot un tel vacarme que, ma foi, persuadé que c'était à moi qu'on en voulait décidément, et préférant la mort même à l'angoisse qui me dévorait, je rejetai mes draps et me dressai sur mon séant. L'homme au sabot s'arrêta immédiatement. Il était à 3 pas de mon chevet. Je le reconnus tout de suite.
C'était Marco Hamon, le pauvre cher Marco. Il me lança un regard désespéré qui me fit dans le cœur comme le froid d'un coup de couteau. Puis, ayant poussé un long et triste soupir, le Breton dit d'un mot expressif « Huanaden ». Il me tourna brusquement le dos. Tout disparut. Les battants de la fenêtre se fermèrent avec violence. Quelques minutes encore, par les routes pierreuses, au loin sous la lune, retentit le « ouikawak » du chariot funèbre. Il n'y avait pas de doute possible, l'encou emmenait Marco. Je n'osais plus rester seul dans la chambre. Je me réfugiai à la cuisine. J'y trouvai Catel assise dans l'âtre et somnolente à demi près de la chandelle de résine qui éclairait à peine. « Comment va Marco » lui demandai-je. Elle se frotta les yeux et murmura « Je suis restée à le veiller, je crois qu'il repose, il n'a eu besoin de rien. » « Voyons, dis-je, nous penchâmes nos têtes à l'intérieur du lit clos. Effectivement, Marco Hamon n'avait eu besoin de rien. Il était mort. Je lui fermai les yeux, non sans y avoir lu le même regard désespéré qu'il m'avait lancé tout à l'heure en passant dans la chambre. Je suis sûr que Marco Hamon, avant de s'en aller, avait demandé à venir me trouver dans mon lit parce qu'il avait quelque chose à me dire. J'eus le tort de l'effaroucher, étant moi-même affolé par l'épouvante. C'est le plus grand de mes remords. Et maintenant, vous pouvez m'en croire, moi qui ai vu l'encou comme je vous vois, c'est une chose terrible que de mourir. Conté par Pierre Lereune, tailleur, Pain-Vénan, 1886. L'encou se sert d'un ossement humain pour aiguiser sa faux. Quelquefois il en fait redresser le fer par les forgerons qui, sous prétexte d'ouvrages pressés, ne craignent pas de tenir leur feu allumé le samedi soir après minuit. Mais le forgeron qui a travaillé pour l'encou ne travaille plus ensuite pour personne. L'histoire du forgeron. Fanchar Floch était forgeron à Ploumilio. Comme c'était un artisan modèle, il avait toujours plus de travail qu'il n'en pouvait exécuter. C'est ainsi qu'une certaine veille de Noël, il dit à sa femme après le souper « Il faudra que tu ailles seule à la messe de minuit avec les enfants. Moi, je ne serai jamais prêt à t'accompagner. J'ai encore une paire de roues à ferrer que j'ai promis de livrer demain matin sans faute, et lorsque j'aurai fini, c'est, ma foi, de mon lit que j'aurai surtout besoin. » À quoi sa femme répondit « Tâche au moins que la cloche de l'élévation ne te trouve pas encore travaillant. » « Oh, fit-il, à ce moment-là j'aurais déjà la tête sur l'oreiller. » Et sur ce il retourna à son enclume, tandis que sa femme apprêtait les enfants et s'apprêtait elle-même pour se rendre au bourg éloigné de près d'une lieue, afin d'y entendre la messe. Le temps était clair et piquant avec un peu de givre. Quand la troupe s'ébranla, Fanch lui souhaita bien du plaisir. « Nous prierons pour toi, dit la femme, mais souviens-toi de ton côté de ne pas dépasser l'heure sainte. Non, non, tu peux être tranquille. » Il se mit à battre le fer avec ardeur, tout en sifflotant une chanson, comme c'était son habitude quand il voulait se donner du cœur à l'ouvrage. Le temps s'use vite lorsqu'on besogne ferme. Fanchar Floch ne le sentit pas s'écouler. Puis il faut croire que le bruit de son marteau sur l'enclume l'empêcha d'entendre la sonnerie lointaine des carillons de Noël, quoiqu'il eût ouvert tout exprès une des lucarnes de la forge. En tout cas, l'heure de l'élévation était passée et qu'il travaillait encore. Tout à coup, la porte grinça sur ses gonds. Étonné, Fanchar Floch demeura le marteau suspendu et regarda qui entrait. « Salut » dit une voix stridente. « Salut » répondit Fanch. Et il dévisagea le visiteur, mais sans réussir à distinguer ses traits que les larges bords rabattus d'un chapeau de feutre rejetaient dans l'ombre. C'était un homme de haute taille, le dos un peu voûté, habillé à la mode ancienne, avec une veste à longues basques et des braies noués au-dessus du genou. Il reprit après un court silence. « J'ai vu de la lumière chez vous, et je suis entré car j'ai le plus pressant besoin de vos services. » « Sapristi, dit Fanch, vous tombez mal, car j'ai encore à finir de ferrer cette roue. »
et je ne veux pas, en bon chrétien, que la cloche de l'élévation me surprenne au travail. »« Oh !» fit l'homme avec un ricanement étrange, « il y a plus d'un quart d'heure que la cloche de l'élévation a tinté. »« Ce n'est pas Dieu possible !» s'écria le forgeron en laissant tomber son marteau. « Si fait, » répartit l'inconnu, « ainsi que vous travaillez un peu plus ou un peu moins, d'autant que ce n'est pas ce que j'ai à vous demander qui vous retardera beaucoup, il ne s'agit que d'un clou arrivé. » En parlant de la sorte, il exhiba une large faute dont il avait jusqu'alors caché le fer derrière ses épaules, ne laissant apercevoir que le manche que Fanchar-Floc avait au premier aspect pris pour un bâton. « Voyez, continua-t-il, elle branle un peu, vous aurez vite fait de la consolider. »« Mon Dieu, oui, si ce n'est que cela, répondit Fanch, je veux bien. » L'homme s'exprimait d'ailleurs d'une voix impérieuse qui ne souffrait point de refus. Il posa lui-même le fer de la faux sur l'enclume. « Eh, mais il est emmanché à rebours, votre outil, » observa le forgeron. « Le tranchant est en dehors. Quel est le maladroit qui a fait ce bel ouvrage ?»« Ne vous inquiétez pas de cela, » dit sévèrement l'homme. « Il y a faux et faux. Laissez celle-ci comme elle est, et contentez-vous de la bien fixer. » À votre gré, marmonna Fanchar-Floc à qui le ton du personnage ne plaisait qu'à demi. Et, en un tour de main, il eut rivé un autre clou à la place de celui qui manquait. « Maintenant je vais vous payer, » dit l'homme. « Oh, ça ne vaut pas qu'on en parle. »« Si, tout travail mérite salaire. Je ne vous donnerai pas d'argent, Fanchar-Floc, mais ce qui a plus de prix que l'argent et que l'or, un bon avertissement. Allez vous coucher, pensez à votre faim, et lorsque votre femme rentrera, commandez-lui de retourner au bourg vous chercher un prêtre. Le travail que vous venez de faire pour moi est le dernier que vous ferez de votre vie. Kenavo, au revoir. » L'homme à la faux disparut. Déjà Fanchar-Floc sentait ses jambes se dérober sous lui. Il n'eut que la force de gagner son lit, où sa femme le trouva suant les angoisses de la mort. « Retourne, lui dit-il, me chercher un prêtre. » Au chant du coq, il rendit l'âme pour avoir forgé la faux de l'Ankou. Conté par Marie-Louise Daniel Plumilio. L'Ankou a deux pourvoyeuses principales qui sont la peste, Arvosen, la disette, Argernes, c'est-à-dire la cherté. Autrefois, il y en avait une troisième, la gabelle, Anne de Akolen, le droit du sel. Mais celle-ci, la duchesse Anne, en a purgé le monde. La duchesse Anne et la gabelle. La duchesse Anne demeurait au château du Correc en Kerfot. Il n'est pas en Basse-Bretagne d'ancienne demeure seigneuriale qui ne passe pour avoir été le château de la duchesse Anne. Un jour, son mari lui dit « La réunion des États va avoir lieu, il faut que je m'y rende. Prenez garde à ce que vous y ferez. Surtout, n'imposez pas de nouvelles charges à la Bretagne. » Non, non. Il partit, assista aux États, puis s'en revint à son manoir. « Eh bien ?» lui demanda la duchesse. « répondit-il, j'ai dû consentir à l'imposition de la gabelle. »« Ah !» Sans rien ajouter, la duchesse passa à la cuisine et glissa quelques mots dans l'oreille de la servante qui faisait cuire de la bouillie pour le repas de son maître. Peu d'instants après, la servante servait la bouillie toute chaude. Le mari de la duchesse y planta la cuillère. « Pouah !» s'écria-t-il aussitôt, « on a oublié d'y mettre du sel. »« Eh !» répondit la duchesse d'un ton goguenard, « qu'importe ! Cette bouillie est exécrable, vous dis-je. Il faudra cependant que vous la mangiez telle qu'elle. Vous devez l'exemple à nos paysans. Vous les privez de sel, privez-vous-en vous-même. J'entends qu'on sale mes aliments. Abolissez donc la gabelle. Je ne le puis, j'ai juré d'aider à la maintenir tant que je vivrai. Tant que vous vivrez? Certes. Oh bien, ce ne sera donc pas pour longtemps, fit la duchesse Anne, et prenant sur la table un couteau à lame effilée, elle le plongea dans le cœur de son mari. Puis elle ordonna à un de ses domestiques d'aller annoncer partout que la gabelle était morte. Les nobles protestèrent. Votre mari, dirent-ils, avait cependant juré de maintenir la gabelle tant qu'il vivrait.
Oui, répondit la duchesse Anne, mais il est mort, et avec lui nous allons enterrer la gabelle. Depuis lors, en effet, on n'a plus jamais entendu parler de ce fléau du monde. Conté par Anna Drutto, Pédernec, 1888. La peste arvocène est boiteuse. Cela ne l'empêche pas d'aller aussi vite que le vent. Seulement, elle ne peut pas sauter les rivières. Elle n'a d'autre moyen de les franchir que de se faire porter sur le dos de quelque brave homme trop complaisant. Celui qui porta la peste sur les épaules. Un vieux de Plestin la rencontra un soir sur les bords du Douron. Elle était assise sur la berge, regardant l'eau couler. Elle venait de Lanmeur qu'elle avait dépeuplée et se rendait dans le pays de l'Agnon. « Eh vieux !» cria-t-elle, « auriez-vous l'obligeance de me prendre sur vos épaules pour me faire passer l'eau? Je vous en récompenserai bien. » Le vieux, qui ne la connaissait pas, y consentit. L'ayant chargée sur ses épaules, il entra dans la rivière, mais à mesure qu'il avançait, il la sentait peser sur lui d'un poids plus lourd. À la fin, épuisé, et le courant étant très fort, il dit « Ma foi, bonne dame, je vais vous planter là, je ne tiens pas à me noyer pour vous. De grâce, ne fais pas cela, ramène-moi plutôt à l'endroit où tu m'as prise. » Soit. Et il rebroussa chemin, sans trop de peine, son fardeau s'allégeant à mesure qu'il se rapprochait du rivage. Le pays de l'Agnon fut ainsi préservé de la peste, mais si le vieux avait laissé tomber la vilaine Groire, fait au beau milieu de la rivière, comme il en avait eu d'abord l'intention, le monde eût été débarrassé d'elle à jamais. Conté par mon père. À Plogoff, dans le Cap Sizun, on raconte comme voici l'apparition de la peste. Un navire passait au large, couvert de grandes voiles sombres. Quand il fut en face de la vallée de Parcoubruc, on en vit s'élever une longue fumée blanche semblable au fantôme d'une femme. Elle vint vers la côte en traversant l'air sans toucher l'eau. C'était la peste. En un seul jour, elle eut dévasté tout le pays à 3 lieues à la ronde. Conté par Gaïdalin, Plogoff. Quant à la disette, Argernès, elle durera malheureusement plus longtemps que le pain. La mort invitée à un repas. Ceci se passait au temps où les riches n'étaient pas trop fiers et savaient user de leur richesse pour donner quelquefois un peu de bonheur au pauvre monde. En vérité, ceci est passé depuis bien longtemps. Laou Arbraz était le plus grand propriétaire paysan qui fût appelé Berchrist. Quand on tuait chez lui soit un cochon, soit une vache, c'était toujours un samedi. Le lendemain, dimanche, Laou venait au bourg à la messe matinale. La messe terminée, le secrétaire de mairie faisait son prône du haut des marches du cimetière, lisait aux gens assemblés sur la place les nouvelles lois, ou publiait au nom du notaire les ventes qui devaient avoir lieu dans la semaine. « À mon tour !» criait Laou, lorsque le secrétaire de mairie en avait fini avec ses paperasses, et, comme on dit, il montait sur la croix. En Basse-Bretagne, le cimetière entoure généralement l'église, et dans le cimetière se dresse un calvaire de bois, ou le plus souvent de granit, orienté vers la place du bourg. Son piédestal, qui en certains endroits affecte d'ailleurs la forme d'une chaire, sert presque toujours de tribune publique. C'est de là-haut que les orateurs profanes s'adressent au peuple. Monter sur la croix est synonyme de haranguer. Ça, disait-il, le plus gros cochon de Keresper vient de mourir d'un coup de couteau. Je vous invite à la fête du boudin, Arguadigenu. Grands et petits, jeunes et vieux, bourgeois et journaliers, venez tous. La maison est vaste, et à défaut de la maison, il y a la grange, et à défaut de la grange, il y a l'air à battre. Vous pensez si qu'en paraissait Laou Arbraz sur la croix, il y avait foule pour l'entendre. C'était à qui ramasserait les paroles de sa bouche. On assiégeait les marches du calvaire. Donc c'était un dimanche à l'issue de la messe. Laou lançait à l'aligrappe, à la trappe qui pourra, son annuelle invitation. « Venez tous, répétait-il, venez tous !»
À voir les têtes massées autour de lui, on eût dit un vrai tas de pommes, de grosses pommes rouges, tant la joie éclatait sur les visages. N'oubliez pas, c'est pour mardi prochain, insistait Laou, et tout le monde faisait écho. Pour mardi prochain. Les morts étaient là, sous terre, on piétinait leurs tombes. En Irlande, si une femme mariée marche sur des tombes, son enfant aura un pied beau. Lady Wilde, Ancient Legends, page 205. Si on bute contre une tombe et que l'on glisse à terre, on mourra avant la fin de l'année. Mais en ce moment-ci, qui donc s'en souciait? Comme la foule commençait à se disperser, une petite voix grêle, une petite voix cassée interpella Laou Harbraz. « Mais Louis V, irai-je aussi, moi ?»« Damné sois-je, s'écria Laou, puisque je vous invite tous, c'est qu'il n'y aura personne de trop. » La joyeuse perspective d'un grand repas à Keresper fit que beaucoup de gens se saoulèrent ce dimanche-là, que pas mal d'autres se saoulèrent encore le lundi pour mieux fêter le lendemain la mort du prince. C'est le sobriquet du cochon en Basse-Bretagne. Dès le mardi matin, ce fut une interminable procession dans la direction de Keresper. Les plus aisés suivaient la route en char à banc, les mendiants s'acheminaient par les sentiers de traverse sur leurs béquilles. Chacun était déjà attablé devant une assiette pleine lorsqu'un invité tardif se présenta. Il avait l'air d'un misérable, sa souquenille de vieille toile tout en loques était collée à sa peau et sentait le pourri. Laou Harbraz vint au-devant de lui et lui fit faire une place. L'homme s'assit, mais ne toucha que du bout des dents au mets qu'on lui servait. Il s'obstinait à garder la tête baissée, et malgré les efforts de ses voisins pour entrer en conversation avec lui, il ne desserra pas les lèvres de tout le repas. Personne ne le connaissait. Des anciens lui trouvaient la mine de quelqu'un qu'ils avaient connu naguère, mais qui était mort voici beau temps. Le repas prit fin. Les femmes sortirent pour jacasser entre elles, les hommes pour allumer une pipée. Tout le monde était en joie. Laou se posta à la porte de la grange où avait eu lieu le festin, afin de recevoir le trugaré, le merci de chacun. Force Jean bredouillait et titubait. Laou se frottait les mains. Il aimait qu'on s'en allât de chez lui plein jusqu'à la gorge. « Bien, dit-il, il y aura ce soir dans les douves des chemins aux abords de Keresper des pissées aussi grosses que des ruisseaux. » Il était enchanté de lui, de ses cuisinières, de ses tonneaux de cidre et de ses convives. Soudain, il s'aperçut qu'il y avait encore quelqu'un à table. C'était l'homme à la souquenille de vieille toile. « Ne te presse pas, dit Laou en s'approchant de lui. Tu étais le dernier arrivé. Il est juste que tu sois le dernier parti. Mais, ajouta-t-il, tu risques de t'endormir devant une assiette et un verre vide. » L'homme avait en effet retourné son assiette et son verre. En entendant la parole de Laou, il leva lentement la tête, et Laou vit que cette tête était une tête de mort. L'homme se mit sur pied, secoua ses haillons qui s'éparpillèrent à terre, et Laou vit qu'à chaque haillon était attaché un lambeau de chair pourrie. L'odeur qui s'en exhalait et aussi la peur le prirent à la gorge. Laou retint son haleine pour n'aspirer point cette pourriture et demanda au squelette « Qui es-tu et que veux-tu de moi ?» Le squelette, dont les os se voyaient maintenant à nu comme les branches d'un arbre dépouillé de ses feuilles, s'avança jusqu'à Laou et, lui posant sur l'épaule une main décharnée, lui dit « Trugaré, Laou, quand je t'ai demandé au cimetière si je pouvais venir aussi, tu m'as répondu qu'il n'y aurait personne de trop. Tu t'avises un peu trop tard de t'informer qui je suis. C'est moi qu'on nomme l'Ankou. Comme tu as été gentil pour moi en m'invitant au même titre que les autres, j'ai voulu te donner à mon tour une preuve d'amitié en te prévenant qu'il ne te reste pas plus de 8 jours pour mettre tes affaires en règle. Dans 8 jours, je repasserai par ici en voiture, et que tu sois prêt ou non, j'ai mission de t'emmener. Donc à mardi prochain. Le repas que je te ferai servir ne vaudra peut-être pas le tien, mais la compagnie sera encore plus nombreuse. » À ces mots, l'Ankou disparut. Laou Harbraz passa la semaine à faire le partage de ses biens entre ses enfants.
Le dimanche, à l'issue de la messe, il se confessa. Le lundi, il se fit apporter la communion par le recteur de Pleyber-Christ et ses 2 acolytes. Le mardi soir, il mourut. Sa largesse lui avait valu de faire une bonne mort. Ainsi soit-il pour chacun de nous. Compté par le Quat, Quimper, 1891. Dans plusieurs contes irlandais, on peut remarquer que les revenants refusent de manger ou de boire. Curtin Tales of Fairies, page 128. G. Dautin, Contes et légendes d'Irlande, page 26. Le chemin de la mort. Autrefois, des fermes situées en pleine campagne, il n'y avait pour se rendre au bourg que de mauvais petits chemins qu'on appelait des garennes. C'est par là que les gens allaient à la messe le dimanche, par là aussi que les morts allaient au cimetière. En hiver, quand ces chemins étaient défoncés par les pluies, on prenait par le champ voisin pour franchir le mauvais pas. De là tant de sentiers longeant les vieilles routes dans la campagne bretonne et paraissant faire avec elles double emploi. De là tant d'échaliers aux marches de pierre encastrés dans les talus pour en permettre ou pour en faciliter le passage. Plus tard on construisit des routes meilleures et les anciennes furent abandonnées des vivants. Mais les morts, c'est-à-dire les convois funèbres, continuèrent d'y passer. On eût cru commettre un sacrilège en conduisant un homme à sa dernière demeure par une autre voie que celle où l'avaient précédé ses pères, grands-pères, vieux-pères, bisaïeuls, doux-pères, trisaïeuls et tous ses aïeux de temps immémorial. Ces chemins désormais fréquentés par les seuls enterrements reçurent le nom de chemin de la mort, Hentar Maro. Malheur aux propriétaires assez mal avisés pour vouloir interdire sur ces terres l'accès d'une de ces voies sacrées. Il ne manque pas d'endroits en Basse-Bretagne où ce genre de servitude existe encore. Les chemins de la mort figurent même parfois au cadastre. C'est ainsi qu'un champ en Trégrom, canton de Ploiré, côte du Nord, est désigné sous le nom de Parc Hent Anaon. Hent Anaon, qu'il faudrait lire aujourd'hui, Hent Achaun, signifie le chemin du deuil, et ce chemin traversait évidemment le champ ainsi dénommé. Dans la presqu'île de Crozon, le chemin de la mort s'appelle Hencorf, le chemin du corps. Il est défendu par la tradition d'y courir ou d'y pousser des cris ou d'y commettre des incongruités. En Irlande, la route que doivent suivre les enterrements n'est pas quelconque. En Connaught, on ne doit pas conduire un enterrement par un chemin direct. Dini, Peasant Law from Gaelic Ireland, page 77. Haddon, A Batch of Irish Folklore. Folklore, tome 4, page 357. Dans le comté de Wicklow, à Castelmacadam, le convoi funèbre doit passer la rivière. G. Kinahan, Notes on Irish Folklore, The Folklore Record, tome 4, page 119. La raison en est sans doute la croyance répandue que les mauvais esprits peuvent passer l'eau. Curtin Tales of the Fairy, page 194. Il est considéré comme irrespectueux pour les morts de prendre le plus court chemin quand on porte le cercueil à la tombe. Lady Wilde. En Écosse, on ne porte pas le cercueil en face du soleil. On fait de longs circuits pour se rendre au cimetière. J. Fraser, Death and Burial Customs, Scotland, The Folklore Journal, tome 3, page 281. En Cornwall, on ne mène point un corps au cimetière par une nouvelle route. Courtney, Folklore Journal, tome 5, page 218. Je venais de prendre à ferme le domaine de Caerleon en Pinard, voici de cela une trentaine d'années. Parmi les prairies dépendantes du domaine, il s'en trouvait une qui n'était que marécages et fondrières. Une voie charretière la traversait. Je la fis condamner pour empêcher mes bêtes d'aller s'embourber dans ce sol mouvant. Aux 2 issues, je fis mettre des barrières fixes, marcleutes. Un matin, comme j'étais au champ, quelle ne fut pas ma surprise en voyant un enterrement arrêté devant une de ces barrières. Je courus de ce côté. « Que voulez-vous » demandai-je à l'homme qui conduisait la charrette funèbre. « Passage, parbleu. De quel droit as-tu bouché le chemin de la mort ?»« Malheureux, si tu engageais ta charrette dans ce pré, je suis certain que tu ne l'en tirerais plus. »
C'est par ici que nos morts sont toujours allés au cimetière. C'est par ici qu'ils passeront encore, que tu sois content ou non. » Ce n'était pas le moment d'entamer une discussion. Je fis enlever la barrière, bien résolu à la remettre en place aussitôt après, et à interdire désormais, au moyen d'un écriteau, le passage par cette dangereuse prairie. Mais quand le soir j'en parlais à ma femme et à nos voisins, tous se récrièrent d'une seule voix. « Y songes-tu, fermer le chemin de la mort? Mais nous n'aurions plus dans cette maison une seule nuit de repos. Les morts que tu aurais empêchés de passer par une route qui leur est consacrée viendraient nous arracher de nos lits, nous rouler à terre et nous faire 1000 avanies. Garde-toi de commettre une semblable impiété. » Je dus m'incliner. Les barrières fixes disparurent définitivement. Je les remplaçai par des murets en pierre sèche, faciles à démolir et à reconstruire. Compté par René Alain, Quimper, 1887. Les morts semblent veiller eux-mêmes à ce que ces chemins restent toujours libres. Un cultivateur d'argoles étant allé le soir porter du fumier à l'un de ces champs que traversait une voie funèbre, laissa la charrette dételée à l'entrée de la brèche, en se disant qu'il la déchargerait le lendemain. Il rentra chez lui, soupa et se mit au lit. Il dormait déjà depuis quelque temps, lorsqu'il se sentit soudain rudement secoué par une main trop dure pour être celle de sa femme. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il réveillé en sursaut. Il se pencha entre les volets du lit clos et ne vit personne, mais une voix qui n'était pas celle d'un vivant lui dit d'un ton de menace « Lève-toi et va tout de suite dégager le chemin du corps, sinon le premier travail que fera ta charrette sera de te porter en terre. » Il ne se le fit pas dire 2 fois. Communiqué par Pierre Le Goff. C'est surtout dans ces mauvais petits chemins, appelés chemins de la mort, qu'on rencontre la charrette de l'Ankou. Sur le passage de l'Ankou. Un dimanche soir que je m'étais attardé au bourg, je trouvais, en rentrant au logis, ma femme et ma servante à demi mortes de peur. Elles avaient des figures si bouleversées que je fus effrayé moi-même. Évidemment, il avait dû, en mon absence, survenir quelque malheur. J'élevais à cette époque un magnifique poulain. Ma première pensée fut qu'il s'était cassé la jambe. Voyant que les femmes restaient là sans mot dire comme hébétées, je m'écriai « Mais enfin, parlez donc, qu'est-ce qui est arrivé ?» Ma femme finit par ouvrir la bouche. « N'as-tu rien rencontré sur ta route ?» fit-elle d'une voix haletante. « Non, rien. Pourquoi? Tu n'as pas vu déboucher une charrette par le chemin de la mort? » « En vérité, non. Nous non plus, nous ne l'avons pas vue. Mais en revanche, je te promets que nous l'avons entendue. C'était là-bas, dans la montée. Jésus Dieu, quel bruit! Les chevaux soufflaient avec une telle force qu'on eût dit le fracas d'un vent d'orage. Le grincement de l'essieu vous déchirait l'oreille. À un moment, l'attelage s'est mis à piétiner sur place, comme un puissant à gravir la côte. Ah, il en donnait des coups de sabot dans le sol. Cela sonnait comme des marteaux sur l'enclume. Le bruit a duré 5 à 6 minutes, puis, subitement, tout s'est tu. Marie la servante et moi, nous nous regardions avec stupeur pendant tout ce vacarme. Nous n'osions bouger, ni l'une ni l'autre. Je ne sais pas comment nous ne sommes pas devenues folles. Folassées, vraiment. Est-ce qu'on se met dans ces états pour une charrette qui passe? Oh, ce n'était pas une charrette comme les autres. D'abord, il n'y a que les charrettes d'enterrement qui se risquent dans ce chemin. Il n'y a personne de mort dans le quartier. Alors, hausse les épaules tant que tu voudras. Je te dis, moi, que Karanankou est en tournée dans nos parages. Nous ne tarderons pas à savoir quelle est la personne qu'il vient chercher. Je laissai dire ma femme et sortis là-dessus pour aller donner un coup d'œil aux étables. Comme je revenais, je trouvai dans la cuisine un de nos proches voisins. Il avait la mine affligée. J'allais lui en demander la raison quand ma femme me dit « J'espère que vous ne vous moquerez plus de moi, René. Voilà Jean-Marie qui vient nous annoncer que sa fille aînée a trépassé subitement et me prier d'aller faire la veillée auprès du cadavre. » Naturellement,
Je ne trouvais rien à répondre. Conté par René Alain, Quimper, 1887. La route barrée. Trois jeunes gens, les trois frères Guy Swarn, du village de Lénès en Calac, revenaient d'une veillée d'hiver dans une ferme assez éloignée de chez eux. Pour rentrer, ils avaient à suivre quelque temps l'ancienne voie royale de Guingamp à Carhaix. Il faisait temps sec et claire lune, mais le vent d'est soufflait avec violence. Nos gars, que le cidre avait égayés, chantaient à tue-tête, s'amusant à faire résonner leur voix plus fort que le vent. Soudain, ils virent quelque chose de noir au bord de la douve. C'était un vieux séco de chêne que la tempête avait déraciné du talus. Yvon Guy Swarn, le plus jeune des trois frères, qui avait l'esprit enclin à la malice, imagina un bon tour. « Savez-vous, dit-il, nous allons traîner cet arbre en travers de la route, et ma foi, s'il survient quelque roulier après nous, il faudra bien qu'il descende de voiture pour déplacer l'arbre s'il veut passer. » « Oui, ça lui fera faire de beaux jurons, acquiescèrent les deux autres. Et les voilà de traîner le séco de chêne en travers du chemin. Puis, tout joyeux d'avoir inventé cette farce, ils gagnèrent le logis. Ils ne couchaient pas dans la maison. Pour être plus à portée de soigner les bêtes, tous trois avaient leur lit dans la crèche aux chevaux. On appelle crèche en Basse-Bretagne l'étable ou l'écurie. Comme ils avaient veillé assez tard et qu'ils avaient en plus la fatigue d'une journée de travail, ils ne furent pas longs à s'endormir. Mais au plus profond de leur premier somme, ils furent réveillés en sursaut. On heurtait avec bruit à l'huis de l'étable. « Qu'est-ce qu'il y a » demandèrent-ils en sautant à bas de leur couchette. Celui qui frappait se contenta de heurter à nouveau sans répondre. Alors, l'aîné des Guy Swarn courut à la porte et l'ouvrit toute grande. Il ne vit que la nuit claire, n'entendit que la grosse haleine du vent. Il essaya de refermer la porte, mais ne put. Les forces de ses frères réunies aux siennes ne purent pas davantage. Alors ils furent saisis du tremblement de la peur et dirent d'un ton suppliant « Au nom de Dieu, parlez, qui êtes-vous et qu'est-ce qu'il vous faut ?» Rien ne se montra, mais une voix sourde se fit entendre qui disait « Qui je suis, vous l'apprendrez à vos dépens si, tout à l'heure, l'arbre que vous avez mis en travers de la route n'est pas rangé contre le talus. Voilà ce qu'il me faut. Venez !» Ils allèrent tels qu'ils étaient, c'est-à-dire à moitié nus, et confessèrent par la suite qu'ils n'avaient même pas senti le froid, tant l'épouvante les possédait tout entiers. Quand ils arrivèrent près du corps de l'arbre, ils virent qu'une charrette étrange, basse, sur roues, attelée de chevaux sans harnais, attendait de pouvoir passer. Croyaient qu'ils eurent au fait de replacer le séco de chêne à l'endroit où ils l'avaient trouvé abattu. Et l'Ankou, car c'était lui, toucha ses bêtes en disant « Parce que vous aviez barré la route, vous m'avez fait perdre 1 heure, c'est 1 heure que chacun de vous me devra. Et si vous n'aviez pas obéi incontinent à mon injonction, vous m'auriez dû autant d'années de votre vie que l'arbre serait resté de minutes en travers de mon chemin. » Conté par un maçon de Calac. Les maisons neuves et la mort. Il ne faut jamais entrer pour la première fois dans une maison que l'on vient de faire construire sans s'y être fait précéder par un animal domestique quelconque, chien, poule ou chat. Quand une maison neuve est en construction, l'on n'a pas plutôt mis en place la marche du seuil que l'Ankou s'y vient asseoir, pour guetter la première personne de la famille qui la franchira. Il n'y a qu'un moyen de l'éloigner, c'est de lui donner en tribut la vie de quelque animal. Un œuf suffit, pourvu qu'il ait été couvé. Dans le pays de Quimperlé, on immole un coq et l'on arrose les fondations avec son sang. En Écosse, on croit que la construction d'une maison entraîne à bref délai la mort du propriétaire. Walter Gregor, Revue des traditions populaires, tome 6, page 173,
Goodrich Freer, More Folklore from the Hebrides, Folklore, tome 13, page 52. Dans le Morbihan, on croit que c'est ceux qui vont habiter la maison neuve qui sont menacés de mourir dans l'année. Pour détourner le mauvais sort, il faut que la maison soit habitée d'abord par une personne seule et, de préférence, célibataire. Marker, Traditions et superstitions du Morbihan, Revue des traditions populaires, tome 11, page 660. On ne rebâtit pas une maison dans laquelle quelqu'un a été brûlé. Curtin, Tales of the Fairies, page 113. L'encou dans la maison neuve. Fulupic Cantoer, un couvreur en chaume de Plousélambre, achevait un soir de couvrir une maison neuve qu'un petit fermier de la commune avait fait bâtir dans le dessein de venir l'habiter à la Saint-Michel suivante. Son travail fini, Fulupic descendit de son échelle et l'enleva pour la serrer à l'intérieur de la maison avec ses autres outils, ainsi qu'il en avait coutume chaque soir au moment de regagner son logis. Mais quand il ouvrit la porte à cet effet, il fut tout étonné d'apercevoir une ombre debout dans le couloir qui séparait la cuisine de la pièce de décharge. Mot à mot, le haut bout du bas bout. Ar pencrer hag ar pentraou. La plupart de ces maisons bretonnes n'ont qu'un rez-de-chaussée divisé en deux pièces, l'une servant d'habitation, l'autre de décharge ou même de crèche. « Pius oasé, qui est là ?» demanda-t-il, non sans un petit froid dans le dos, car il était certain que de toute la journée, pas un être vivant ne s'était montré dans les alentours. L'ombre ne bougea ni ne répondit. Alors il répéta sa question. « Pius oasé ?» Même silence de la part de l'inconnu. « Sacré Dieu !» se dit Fulupic. « Voici un personnage qui ne semble pas désireux de lier conversation. Il ne doit cependant pas s'être introduit ici pour voler, car puisqu'il n'y a encore que le toit et les murs, je ne vois pas ce qu'il pourrait emporter. Je vais l'interpeller une troisième fois. S'il persiste à faire le muet, tant pis, je lui enfonce mon échelle dans le ventre. Ça lui ouvrira peut-être la bouche du même coup. » Et Fulupic de recommencer pour la troisième fois. « Pius oasé !» Et cette fois fut en effet la bonne, car l'homme mystérieux releva la tête qu'il avait jusqu'alors tenue obstinément baissée sur la poitrine, et d'une voix caverneuse il prononça « Da vestre a mestre an hol, pateus rohan da glewet. Ton maître est le maître de tous, puisque tu désires le savoir. » La curiosité de Fulupic était plus que satisfaite. Dans le visage de l'homme, la place des yeux et celle du nez étaient vides, et la mâchoire inférieure pendait. Le couvreur ne se soucia pas d'avoir d'autres explications. Il planta là son échelle et se sauva de toute la vitesse de ses jambes. Il avait reconnu l'encou. Conté par Joben Daniel Plumilio. La ballade de l'encou. Annales de Bretagne, tome 5, pages 458 à 461. Vieux et jeunes, suivez mon conseil. Vous mettre sur vos gardes est mon dessein, car le trépas approche chaque jour, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Qui es-tu, dit Adam, à te voir, j'ai frayeur. Terriblement tu es maigre et défait. Il n'y a pas une once de viande sur tes os. C'est moi, l'encou, camarade, c'est moi qui planterai ma lance dans ton cœur. Moi qui te ferai le sang aussi froid que le fer ou la pierre. Je suis riche en ce monde, des biens j'en ai à foison, et si tu veux m'épargner, je t'en donnerai tant que tu voudras. Si je voulais écouter les gens, accepter d'eux un tribut, ne fût-ce qu'un demi-denier par personne, je serais opulent en richesse. Mais je n'accepterai pas une épingle, et je ne ferai grâce à nul chrétien, car ni à Jésus ni à la Vierge je n'ai fait grâce même. Autrefois les pères anciens, les patriarches, restaient 900 ans sur la brèche, et cependant, vois, ils sont morts jusqu'au dernier, voici longtemps. Monseigneur Saint-Jean, l'ami de Dieu, son père Jacob, qui le fut aussi, Moïse pur et souverain,
Tous je les ai touchés de ma verge. Pape ni cardinal je n'épargnerai, des rois je n'en épargnerai pas un roi, pas une reine, ni leur prince, ni leur princesse. Je n'épargnerai archevêque, évêque, ni prêtre, noble, gentilhomme, ni bourgeois, artisan, ni marchand, ni pareillement les laboureurs. Il y a des jeunes gens de par le monde qui se croient nerveux et agiles. Si je me rencontrais avec eux, ils me proposeraient la lutte. Mais ne t'y trompe point, l'ami, je suis ton plus proche compagnon, celui qui est à ton côté, nuit et jour, n'attendant que l'ordre de Dieu, n'attendant que l'ordre du Père éternel. Pauvre pécheur, je te viens appeler, c'est moi l'encou dont on ne se rachète point, qui se promène invisible à travers le monde, du haut du Ménez, d'un seul coup de fusil, je tue 5000 hommes en un tas. Comparer la création de la mort dans le mystère breton de la création du monde. Chanté par Laura Argenter, Port-Blanc, août 1891. Dieu le Père, je vais créer la mort qui sera impitoyable souverainement. Elle tuera Adam, Ève son épouse, et tout homme issu de leur lignée qui, participant de leur nature, prendra vie. Mort cruelle, je t'ordonne à cette heure de te lever, de te mettre en marche à travers le monde entier. Tu les tueras tous sans pitié, tu iras jusqu'au sein de leur palais chercher les rois. Tu obéiras au premier commandement, ni vieux ni jeunes ne pourront échapper. Tu voyageras de nuit aussi bien que de jour, que l'on crie ou que l'on pleure, ne te laisse pas attendrir. Tu auras un corps qui sera léger et rapide, capable de traverser le monde en un rien de temps. Tu chemineras par mer aussi aisément que par terre. Jamais on n'aura vu créature aussi cruelle ni insensible. Tu auras des flèches qui frapperont violemment. Où tu entreras, tu porteras l'épouvante. La mort. Mon Dieu, mon Créateur, je vous remercie de m'avoir mis au monde et de m'avoir nommé la mort. Sur mer et sur terre, certes, je cheminerai. Jamais, quant à moi, je ne ferai grâce à personne. Puisque vous me donnez pouvoir sur la vie de chacun, l'heure venue, il ne leur servira de rien de faire des façons. Extrait d'un manuscrit provenant de la bibliothèque de M. Luzel. La mort est du reste comme embusquée à toutes les pages de ce mystère. À peine créée, elle se présente devant Adam pour le menacer. Elle se tient au chevet d'Ève quand celle-ci accouche. Elle préside aux fureurs de Caïn. Elle promène enfin à travers tout le drame avec son spectre hideux, son refrain sinistre. Ya, me e armaro. Oui, c'est moi qui suis la mort. Sur l'encou dans le théâtre celtique, voir Anatole Lebras, Histoire du théâtre celtique.